Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous proposons une enquête exceptionnelle, un véritable thriller. Nous avons retrouvé les anciens membres de la P26, une armée de l'ombre, connue de seulement quelques privilégiés. Cette organisation ultra secrète, mise sur pied pour défendre la Suisse en cas d'invasion soviétique, durant la guerre froide, fut démantelée en 1990, lorsque sa découverte provoqua un scandale. Les membres de la P26 avaient été entraînés dans un bunker camouflé dans la montagne. Ils connaissaient l'art du sabotage, de la radio clandestine, savaient tirer au pistolet et semer leurs poursuivants. Ils disposaient de lingots d'or pour corrompre l'ennemi, portaient des cagoules pour ne pas être reconnus lors des exercices. Ils s'appelaient par nom de code Rico, Germain, Enzo, Véronica. Aux civils, c'étaient des Suisses ordinaires, à la petite vie tranquille, et dont personne, même dans leur entourage, ne devait soupçonner la double vie. Lorsque l'affaire fut découverte, ces hommes et ces femmes ont été traînés dans la boue, accusés de tous les torts, jusqu'à fomenter un coup d'État contre le Conseil fédéral. Mais l'histoire, vous le verrez, leur donne raison. C'étaient des patriotes, des hommes et des femmes courageux, libérés de leur engagement de confidentialité. Ils se sont confiés à Pietro Boschetti et Xavier Nicolle. Ils racontent pour la première fois l'extraordinaire histoire de l'armée secrète suisse. Regardez. Nous étions considérés comme des traîtres à la patrie, des gens qui avaient fait de drôles de choses, qui se promenaient dans la forêt avec des pistolets équipés de silencieux et toutes ces stupidités. En fait, les critiques se résumaient à une hystérie à propos d'une armée secrète. Ça a été présenté comme une loge secrète qui était, à un moment donné, capable de déboulonner armes à la main le gouvernement, donc totalement stupide et faux. Nous tous qui étions là-dedans, nous étions convaincus que c'était juste, que l'on se prépare en temps de paix, afin d'être prêt le moment venu. C'était une toute autre époque. Nous étions alors en pleine guerre froide, et là je me suis dit, si je peux apporter quelque chose, alors je vais le faire. Je n'ai jamais douté qu'il fallait que je participe à cette organisation. Jamais. À la fin de la guerre froide, la Suisse découvre, choquée, l'existence d'une armée secrète. Menace pour la démocratie, réseau d'extrême droite, putschistes. Pendant longtemps, ces hommes et ces femmes ont dû se taire. Aujourd'hui, ils sortent de l'ombre. Et ils racontent. En tant que soldat, j'ai fait mon service militaire dans les forteresses. C'était dans les années 1954 à 1958. À l'époque, la guerre froide était très intense. Nous étions obligés de nous taire. On nous avait ordonné de ne pas parler de ces installations à qui que ce soit, dans le train ou ailleurs. Personne ne devait rien savoir à leur sujet. Personne ne devait savoir où elles se trouvaient, à quoi elles ressemblaient, quelles dimensions elles avaient, etc. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. Et déjà, le monde se divise en deux blocs antagonistes. Les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent dans ce qui deviendra la guerre froide. Cela provoque une effrayante course aux armements nucléaires, qu'on appellera l'équilibre de la terreur. La guerre froide, c'est une série de conflits, ouverts ou larvés, un peu partout dans le monde. En Hongrie, à Cuba, au Vietnam, en Afghanistan. En 1961, la construction du mur de Berlin coupe le monde en deux, pour longtemps. En Suisse, on se calfeutre. On redoute la menace soviétique.
Lors des événements en Tchécoslovaquie, j'étais en service militaire à Vugel avec mon détachement de chars blindés. Le matin, on a appris que 500 chars avaient pénétré dans Prague. Nous avons tous espéré que les conducteurs de ces chars trouveraient la pédale de frein avant de traverser la frontière suisse ou avant de se trouver sur les bords du lac de Constance. Je me souviens très bien, en 1968, en allant au travail, nous avons appris que la Russie avait occupé la Tchécoslovaquie. C'était un événement qui nous a profondément impressionnés. Il y avait 3000 ou plus même chars qui étaient stationnés à 250 km de la frontière suisse. Et à cette époque-là, c'est 1981-2, le monde n'était pas en situation de paisibilité complète. Il y avait quand même un risque incontestable que l'Est nous déborde un petit peu. À 300 ou 400 km de la frontière suisse, il y avait les Russes avec des chars. En une demi-journée ou une journée, ils auraient pu envahir la Suisse. Alors on s'arme. L'armée de milice compte désormais 700 000 hommes. Un record. On s'entraîne avec tous les moyens à disposition. Personne ne songe à contester le budget de la défense nationale. On envisage même de doter le pays de la bombe atomique. Et puis, il faut le souligner, dès les années 1950, l'armée décide de créer une organisation secrète de résistance en prévision d'une invasion soviétique. On a également invité en Suisse des anciens membres de la résistance hollandaise pendant la guerre qui ont raconté leurs expériences. On a alors constaté qu'elles convenaient assez bien à la situation suisse. L'organisation de résistance devait être en mesure de garder le contact avec la population civile entre les régions occupées par l'ennemi et le gouvernement en exil. Il s'agissait aussi de stimuler une résistance morale, c'est-à-dire d'encourager les gens à rester suisses, à défendre les principes démocratiques, même si le pays était occupé par un régime totalitaire. L'Est partait du principe que l'Ouest allait attaquer, et l'Ouest pensait que c'était l'Est qui allait attaquer. La guerre froide a créé un cadre qui a joué un rôle très important pour toutes ces préparations à la résistance. Dans les pays de l'OTAN, on fait de même au cours des années 1950 et 60. Un peu partout se constituent des groupes clandestins de résistance appelés Stay Behind. Littéralement, l'organisation Stay Behind, c'est donc des gens qui restent en arrière. Ça veut dire que lors d'une invasion, on a des militaires qui restent cachés quelque part, qui laissent passer l'envahisseur et qui sortent après pour combattre sur les arrières de cet envahisseur. Le concept a été établi par les Britanniques en 1940, alors que l'Allemagne s'apprêtait à attaquer la Grande-Bretagne. En Suisse, on fera plusieurs tentatives. L'une d'elles, appelée le service spécial, commandé par le colonel Bachmann, sombre dans le ridicule en 1979. Cette année-là, Albert Bachmann envoie un agent espionner les manœuvres de l'armée autrichienne alors que des officiels suisses y participent. L'espion est repéré, il est arrêté. Le scandale éclate. C'est cet échec de 1979 qui va pousser l'armée à créer une nouvelle organisation de résistance. Et cette fois-ci sur des bases plus sérieuses. Ce sera la P26, ou Projet 26, dirigé par un dénommé Ephrem Kattelan, alias Rico. Avec l'entrée en fonction d'Ephrem Kattelan en 1979, on peut dire de manière très claire que le projet 26 était beaucoup mieux structuré. Ce travail a été très bien mené. Monsieur Kattelan a dirigé ses collaborateurs, mais il était lui aussi sous contrôle, et ça c'est important. Dans les années 70, Albert Bachmann avait beaucoup de liberté, peut-être trop de liberté pour ce type d'activité. La P26 est organisée sur le modèle des Stay Behind, selon les règles strictes de la clandestinité et du cloisonnement des groupes.
L'organisation est implantée sur l'ensemble du pays, dans 40 régions, chacune dirigée par un chef. Les régions en rouge sur la carte sont considérées comme stratégiquement plus importantes que celles en bleu. Le principe de base, chaque région est doublée. C'était une excellente idée de Rico. Il y avait une région active, une région A, et une région B, soi-disant dormante. Ça veut dire, si en cas de guerre, une région était détruite, il y avait tout de suite la région B qui pouvait entrer en fonction immédiatement. Donc, c'est un principe qui n'a pas été inventé par Rico. Il a toujours dit, il a ça de Ho Chi Minh, des Viet Cong qui ont eu cette idée. Mais évidemment, comme ça, c'est comme la hydra. Vous coupez une tête, il y en a une autre qui pousse instantanément. À quelques kilomètres de la ville de Berthoud, une ferme isolée, aujourd'hui désaffectée. C'est là que la P26 établit son état-major de conduite, c'est-à-dire son quartier général. Voici pour la première fois le témoignage de l'un des principaux dirigeants de l'organisation. Son nom de code, Germain. J'étais très proche, ou l'un des plus proches collaborateurs de M. Catelan. Forcément, à peu près tout passait par mon équipe, n'est-ce pas, le recrutement, le contrôle de la formation, etc. Ensuite aussi la conduite, les liaisons avec les régions. On avait ce qu'on appelle des officiers traitants qui m'étaient attribués pour recevoir des missions à transmettre aux régions. Donc c'était une fonction relativement centrale dans la direction du projet 26. Une des premières mesures a été de trouver un emplacement extérieur discret où M. Catelan et d'autres puissent se rendre sans passer par un contrôle d'identité à l'entrée du périmètre de ce centre. Et on a trouvé ça à Berthoud, un bâtiment qui appartient à l'armée, une ancienne ferme restaurée, un bâtiment très discret. Et là, ça s'est fait, je pense, en 1983 ou 82. Une douzaine de collaborateurs, en fait des fonctionnaires du département militaire, dirigent depuis Berthoud l'armée de l'ombre helvétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous témoignez de manière anonyme aujourd'hui ? Comme j'ai côtoyé quand même pas mal de membres de l'organisation, parfois dans leur environnement professionnel, si mon visage est reconnu, je ne tiens pas à créer une suspicion qu'ils étaient membres de l'organisation, c'est aussi par égard pour eux. Pour devenir membre de la P26, il faut montrer patte blanche. Le recrutement se fait dans la plus grande discrétion. Ces hommes et ces femmes risqueront leur vie en cas d'invasion. Ils doivent savoir se fondre dans le paysage. Le recrutement de la P26, c'est pas du tout fait dans l'idée de mettre là-dedans des gens connus. Il y avait une logique là-dedans. Parce que les gens connus, pour être engagés dans la société, c'est les premiers que l'envahisseur arrête. Hein, ça, je crois que l'histoire nous le démontre assez bien. On commence par arrêter tous les intellectuels, et puis après on fait le tri entre ceux qu'on fusille et ceux qu'on envoie dans des camps. Hein. Donc, très peu de gens dont le public connaissait le nom, le public en général. Un guter Freund von der Familie hat un bon ami de la famille, avec lequel j'ai beaucoup collaboré dans une association professionnelle, m'a contacté. Il me connaissait depuis que j'étais toute petite. Il connaissait ma famille et on se croisait souvent dans le cadre du travail. Un jour, il m'a dit « J'aimerais bien te parler personnellement ». Je me suis demandé de quoi il voulait me parler.
J'étais un peu étonnée tout de même. Vous savez, ces jours, il fête son 95e anniversaire. Donc vous voyez, il y a 20 ans de différence entre nous. J'ai, à une certaine époque, fait partie de la Société romande des relations publiques. Dans ce cadre-là, j'ai fait partie du comité à une certaine époque et faisait partie du comité aussi le personnage qui m'a contacté. Et le contact a été très simple. On se connaissait, je dirais, très bien. Il m'a dit, est-ce que j'ose te poser une question où, quelle que soit ta réponse, tu gardes le secret? Je dis, écoute, si c'est toi. Oui. Et la question a été très simple. Est-ce que par hasard, tu serais intéressé à... C'était au début des années 1980. Je suis membre de la confrérie des francs-maçons et un camarade franc-maçon m'a contacté. Il voulait me parler. Et il m'a dit qu'il fallait que je vienne le voir un jour à son bureau. Il était architecte à Coire. Et là, il m'a dit qu'il s'agissait de quelque chose de très sérieux et que c'était pour la protection de la population suisse. Il m'a dit « J'aimerais simplement te demander si tu es d'accord d'apprendre certaines choses et si tu es prête à t'engager là-dedans. » En fait, il s'agit d'une organisation de résistance. Je me suis accordé quelques jours de réflexion. J'ai passé la nuit là-dessus. J'ai expliqué à ma femme de manière sommaire de quoi il s'agissait. J'ai pesé le pour et le contre et j'ai dit oui, je vais faire ça. C'est une bonne chose et ça m'intéresse. Ce premier contact ne suffit pas. L'identité du candidat est encore vérifiée par la police fédérale et cantonale. Au niveau de la police, c'était juste de savoir si la personne était vraiment connue comme problématique, ou bien de gros problèmes d'alcool, ou je ne sais pas. Et pour nous, c'était quand même l'assurance qu'on ne prenne pas quelqu'un qui va causer des gros problèmes ou créer des dommages à l'organisation. Et puis, les responsables de la sécurité se prononcent sur la nouvelle recrue. Si le feu est vert, elle est alors convoquée pour son premier cours dans un lieu secret, le Schweizerhof. Pour la première fois, nous avions convenu à l'avance des signes de reconnaissance pour le rendez-vous. Je devais donc avoir un journal dans la main droite. Au point de rendez-vous, j'avais ma valise dans la main droite. Si je ne me sentais pas observé, je devais avoir un journal sous le bras gauche. J'avais un sac de voyage brun. Je tenais un journal dans la main, j'avais le signalement. Telle ou telle taille, les cheveux bruns. En plus, il y avait également un signal de sécurité. Si j'avais une pipe dans la bouche, cela voulait dire que tout était OK. Et si je l'avais à la main, ce n'était pas bon. Il vient vers moi, il m'interpelle. Êtes-vous Monsieur Meyer de la Zinguerie de Zug? Et là, la réponse devait être, elle devait toujours être négative. Non, Monsieur Meyer est malade, je le remplace. On s'était mis d'accord à l'avance sur ces deux phrases. Et quand nous étions d'accord, nous avons fait quelques pas. Il y avait un véhicule et nous sommes montés dans sa voiture privée. Et on m'a conduit du côté de Gstaad et au lieu d'aller à l'intérieur, nous sommes partis sur l'extérieur de Gstaad, un petit peu plus haut. Mais je ne savais pas où était le Schweizerhof. Nous ne savions pas où était le centre de formation. Nous savions qu'on était dans les parages de Gstaad, mais quand vous montez vers le Schweizerhof, vous ne pouvez pas voir les palaces de Gstaad. Ils sont cachés. Vous vous retrouvez au milieu de nulle part. À un moment donné, arrêt de la voiture, descente, et puis le rocher qui était celui où nous nous étions arrêtés, de près n'avait pas l'air d'un rocher du tout.
Et c'est là derrière que se trouvait l'entrée du fameux Schweizerhof. On a marché le long d'un couloir de 40 ou 50 mètres. Il y avait des couloirs latéraux. Une porte s'est soudain ouverte, et voilà, c'était ma chambre pour une semaine. J'ai été conduit dans une chambre individuelle. Et dans cette chambre, il y avait un lit, une table et un poste de télévision. La première chose à faire, c'était d'allumer le poste de télévision. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, pour des raisons que vous comprenez aisément, je n'ai pas la possibilité de prendre contact personnellement avec vous en ma qualité de chef de l'état-major général de l'armée. Quand le chef de l'état-major vous accueille et qu'il vous dit pourquoi vous êtes là, eh bien, vous tendez l'oreille et cela vous donne confiance. Votre engagement actuel s'inscrit donc dans le contexte de la préparation à la résistance active et je vous remercie de consacrer votre temps et vos forces à cette mission importante. Pour moi, ce n'était pas de la comédie. Cela a créé de la confiance, un certain apaisement et la certitude que je faisais juste. L'occupation du pays par l'ennemi ne saurait signifier la fin de toute résistance. Je me disais, mon Dieu, dans quelle entreprise je me suis laissé embarquer. En cas de crise, les forces visibles et invisibles de notre défense nationale doivent contribuer à donner à notre pays ses meilleures chances de survie. Il s'adressait à moi. Il a dit qu'il me souhaitait bonne chance pour ma participation à cette entreprise et qu'il me remerciait pour cette décision. C'était dans l'intérêt de la patrie si j'étais ici. Ce que nous allions faire était basé entièrement sur la conception de la défense globale. Alors ma mauvaise impression du début a disparu et je me suis senti vraiment bien. L'organisation à laquelle vous appartenez ne peut fonctionner qu'à la condition d'un strict maintien de son caractère secret. C'est la raison pour laquelle vous avez dû vous engager à vous taire et à accomplir votre tâche dans l'ombre. La chambre était fermée, et si on voulait sortir, il fallait sonner. On mettait alors la cagoule, la porte s'ouvrait et on pouvait aller aux toilettes, chercher à manger ou on allait au rapport. Mais dès qu'il y avait des contacts avec les autres membres de la P26, il fallait avoir la cagoule sur la tête. Bon appétit, merci. Les 2 ou 3 premières journées, je me suis promené chaque fois que je sortais de ma chambre avec ça. Bonsoir. Bonsoir. C'était seulement dans les couloirs et ensuite dans la salle à manger. Quand les autres étaient loin, on pouvait à nouveau l'enlever. Ce n'était pas si terrible que ça. C'était simplement une mesure de précaution. Exception à la règle de la cagoule, les exercices de tir avec l'instructeur. Bonjour. Bonjour Véronica. Nous nous sommes entraînés avec des pistolets. On devait apprendre à les charger, à les manipuler et ensuite à tirer. Mais les exercices étaient en fait des exercices pour se protéger soi-même. Nous n'avons jamais eu d'armes, nous n'avons jamais rien pris à la maison. Tout restait dans le bunker. Nous avons été très bien instruits. Sachant tirer, on m'a mis des cartouches à disposition. On m'a dit maintenant, ici au fond, il y aura une lumière qui va s'allumer pendant une fraction de seconde. C'est là-dessus que vous devez tirer.
Alors évidemment, tirer d'abord comme on tire à la cible. Non. Comme ça, vous ne réussirez jamais effectivement à atteindre l'adversaire avant qu'il ne vous atteigne vous. Ce qu'il faut, c'est apprendre à tirer instinctif, tir instinctif. Dans le Schweizerhof, nous avions des pistolets mitrailleurs. Une fois, nous devions tirer, vider un magasin. C'était pour voir comment la mitraillette fonctionnait, avec le cran de sécurité, etc. On s'exerçait à des maniements simples pour notre propre défense. Les quelques 400 membres que comptera finalement la P26 sont tous passés par le Schweizerhof. Ils y suivent des cours de 4 jours ou plus, 3 à 4 fois par année pour apprendre le b.a.-ba du comportement clandestin. En 5 ans, on forme ainsi un combattant de l'ombre. Chaque jour de formation est indemnisé par une solde de 100 francs. Des exercices pratiques s'ajoutent à ces cours théoriques, comme l'art et la manière de rompre une filature. Le truc, c'est de savoir se balader dans une rue où il y a beaucoup de vitrines, suffisamment lentement, d'observer, par exemple, je suis un amoureux de montres et d'horlogerie, de regarder les montres d'une vitrine pendant suffisamment de temps pour voir ce qui bouge derrière vous, puis vous passez à l'horlogerie suivante, et puis vous voyez si par hasard, il y a comme par hasard le même bonhomme qui se reflète dans la vitrine. Vous faites une rue comme la rue de Bourg et vous allez trouver qui c'est. J'ai fait la rue de Bourg jusqu'au bout, et au bout, il y a un bistrot qui s'appelait l'Escale, et qui est au-dessus d'un garage, le garage de la Paix. Mais le restaurant en question, à l'étage, il y a une sortie avec un lift. En dessous, vous pouvez sortir par le garage. Finalement, j'ai paumé mon suiveur en sortant par le garage. Idée qu'il n'a pas eu, il n'a même probablement pas eu. Un autre exercice, c'était l'échange. On devait rencontrer quelqu'un, il fallait échanger avec lui du matériel. C'est le vieux truc de l'échange avec 2 sacs à commission identiques. On les dépose, on échange quelques mots sur le temps qu'il fait, on se dit au revoir et chacun prend le sac de l'autre. On voit ça dans tous les films d'espionnage. Le largage clandestin par avion. Une opération essentielle pour récupérer du matériel utile à la résistance. Nous devions baliser l'endroit avec des draps et des piquets. Les draps étaient une bonne solution. On pouvait les fixer au sol avec des pierres afin que le pilote de l'avion puisse voir distinctement la zone de largage. Ensuite, il fallait encore indiquer la direction du vent. Plus au milieu. On a appris à faire ce genre de choses pour que le pilote sache comment il devait opérer le largage et que le matériel arrive au sol au bon endroit. Des containers de matériel sont stockés dans différents endroits du pays, prêts pour le jour J. On y trouve des armes, dont le fusil spécialement conçu pour les besoins de sabotage de la P26, ultra silencieux et précis à 100 mètres. Rien n'était distribué aux membres directement. Tout était dans ces containers, ces petits cylindres, qui étaient adaptés aux tâches du membre.
Il y en avait un pour l'opérateur des transmissions. Dans celui du chef régional, il y avait un appareil de déchiffrage Cobra. Il y avait des cartes du pays, du matériel sanitaire, des ustensiles chirurgicaux pour les opérations d'urgence, des médicaments et 2 kilos d'or sous forme de lingots. Des filtres à eau, des jumelles, de l'explosif, du matériel sanitaire de base et tout l'assortiment d'urgence. Il y avait aussi des petits lingots d'or, au cas où il faudrait corrompre des gens. Avec de l'or, vous pouvez négocier. Avec de l'or, vous pouvez payer. C'était le moyen de paiement dont la cellule régionale avait besoin. Le membre, il n'avait absolument rien à la maison. Il devait seulement préparer une cachette pour le moment où ces cylindres seraient distribués aux membres en cas d'activation. Donc, quelque part dans votre jardin ou votre grenier ou n'importe quoi, il fallait préparer une cachette sûre. Ça a causé beaucoup de soucis à ma femme. Elle se disait, mon Dieu, les voisins vont se poser des questions s'ils me voient soudain en train de creuser dans le jardin, alors que j'y travaille rarement. Mais qu'est-ce qu'ils vont s'imaginer si tu commences à faire un trou, et en plus pour y mettre un conteneur? Derrière la porte close du Schweizerhof, la P26 s'est ainsi construite silencieusement, à l'insu de tous. 400 membres, tous volontaires, ont déjà été recrutés. Ils sont formés au comportement clandestin, au sabotage, à la transmission secrète de documents, aux actions de propagande coup de poing. Mais le 26 février 1990, coup de tonnerre. Le Schweizer Illustrierte révèle le poteau rose. Certains l'apprennent en pleine action. J'étais au Schweizerhof. Nous avions fait des exercices de chiffrage et de déchiffrage le matin. Je ne peux pas vous dire exactement quand. Entre 10h et midi, et Rico était présent, donc le chef. C'était un coup terrible dans l'estomac. On ne peut presque pas imaginer. Tout ce que nous avions mis en place, en une seule seconde, tout ça n'avait plus aucune valeur. Alors nous avons tout rangé. Nous avons chargé le bus combi avec du matériel. Nous avons rangé le bureau. Il n'y avait plus rien dans le Schweizerhof qui pouvait le relier à la P26. Nous nous sommes dit au revoir et nous étions loin. C'était un moment difficile. Il y avait beaucoup d'exagérations, de fantasmes et de contre-vérités dans ce que rapportaient les journaux. J'étais moi-même journaliste au Bündner Zeitung et c'était pour moi pénible à vivre. En tant que rédacteur en chef adjoint du journal, j'étais aussi responsable de ce que nous publions. Et ce n'était vraiment pas facile pour moi. En fait, les journaux, la Weltwoche et plusieurs autres médias décrivaient un scénario de guerre civile. Toutes ces critiques se résumaient à une hystérie à propos d'une armée secrète. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ce moment-là? Très mal. Très mal. Disons, c'est surtout la façon de présenter les choses qui m'a choqué parce que c'était très loin de la réalité. Les gens étaient en train de parler de choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc vous étiez fâché, quoi? Plutôt ça, oui. Très remonté. Les accusations se bousculent. Mais les membres de la P26, tenus par le secret, ne peuvent que se taire. Au début, on avait de la peine à saisir. Et puis, les médias ont commencé à nous diffamer en parlant d'une armée secrète, qu'on était en plus armés, que tout cela coûtait très cher. Tous ces reproches, et surtout celui de l'illégalité, qui est devenu le plus gros reproche. Ces critiques nous ont mis en rage. Mais nous ne pouvions que nous énerver en silence.
Cela m'a bien sûr préoccupé pour 2 raisons. Pour plusieurs raisons. Premièrement, je ne savais pas comment cela allait continuer. Si je devais aller au cours de la P26 quelques semaines plus tard. Deuxièmement, cela signifiait que l'organisation était fichue. Donc, dommage. Et troisièmement, dans cette ambiance surchauffée, je devais craindre que mon nom apparaisse quelque part un jour ou l'autre. Il ne faut pas oublier une chose. Une année avant est sortie la bombe de ces 900 000 fiches, qui a été un choc, vraiment un choc profond dans le pays, et les gens se sentaient un peu trahis par l'État. À peine une année plus tard, on tombe sur une armée soi-disant secrète. Et on apprend qu'ils avaient des armes, etc., et toute cette diabolisation. Alors moi aussi, je me suis frotté un peu les yeux, j'ai réagi, dit mais qu'est-ce qu'il y a encore, qu'est-ce qu'on va trouver encore? Car cette polémique éclate dans l'ombre du scandale Kopp. La conseillère fédérale chargée de la justice, Elisabeth Kopp, doit démissionner suite à la révélation d'un coup de téléphone passé à son mari. Un coup de fil fatal pour l'avertir que la société où il siège est soupçonnée par la police de blanchiment d'argent. Une enquête s'ensuit. Et on découvre un peu par hasard que la police fédérale surveillait depuis des années plus de 900 000 individus suspectés d'activités vaguement subversives. L'affaire Kopp devient celle des fiches. Cela provoque une véritable crise politique qui culmine dans une exceptionnelle manifestation de plus de 30 000 personnes à Berne, protestant contre les méthodes de l'État fouineur. La découverte de la P26 agira comme l'étincelle qui fait exploser un trop-plein d'indignation. L'atmosphère était quand même le climat assez surchauffé. Et puis, comme l'affaire a été présentée comme illégale, criminelle, enfin, etc., c'était assez difficile d'entendre ça, mais on savait très bien qu'on pouvait rien faire là contre. Finalement, la presse révèle l'identité du chef de la P26. Ephrem Catelan, nom de code, Rico. Dans une conférence de presse couverte par tous les médias du pays, Ephrem Catelan parle pour la première fois devant la nation en tant que chef de la P26. L'homme assume son engagement et les conséquences sur sa vie privée. Je me suis engagé avec conviction, alors que je savais que ça impliquait une double vie en quelque sorte, ce qui n'était pas facile à supporter. J'ai dû dissimuler mon activité professionnelle à mes parents et à mes proches, et c'était pénible. Le chef a camouflé sa réelle activité sous le couvert d'une société de conseil fictive, domiciliée à Bâle, pour un salaire annuel de 180 000 francs, prélevé discrètement sur des fonds de l'armée. Il devient une sorte d'ennemi public. Aujourd'hui, le jugement est bien différent. C'était quelqu'un d'aimable, d'instruit, et pas du tout secret, pas du tout conspiratif, pas du tout bizarre, pas du tout Rambo, bien au contraire. C'était un excellent chef, un excellent administrateur et tout le contraire de ces clichés. On disait c'est l'homme le plus secret du pays et on l'a regardé avec des jumelles comme un animal de l'Afrique, mais il était quelqu'un de tout à fait normal. C'était un officier, un gentleman tout droit. Un personnage somme toute inspirant la confiance. Mais un document interne de la P26 jette le trouble. On y explique sous quels motifs l'organisation peut entrer en action. Et parmi ces motifs, on évoque l'éventualité d'un bouleversement politique intérieur par chantage, subversion et ou autre activité comparable. Une phrase qui a profondément choqué.
ça a fait beaucoup réagir parce qu'on l'a mal compris. Évidemment, si vous vous rendez compte, une organisation secrète armée qui a un scénario où on dit bouleversement intérieur, ça fait sauter la cervelle, c'est clair. Mais c'était un grand malentendu. Rico a pensé à des cas comme en Tchécoslovaquie en 1948, quand l'armée rouge a aidé le putsch intérieur du petit parti communiste minoritaire. Voilà. Mais jamais de la vie, il pensait à, par exemple, à une élection avec une large victoire de la gauche. Tout le monde prétendait à l'époque que supposer que la social-démocratie gagne largement les élections, la P26 aurait fait une marche à Berne. C'est absolument aberrant et absurde. Moi, je pense que ce point-là, il n'aurait jamais dû apparaître dans la conception de base. Il aurait mieux fallu ne pas le mettre. Et je sais que Rico ne le souhaitait pas. L'une de vos fonctions, a-t-on dit, était de mettre hors d'état de nuire aux besoins des ennemis de l'intérieur. À qui pensiez-vous ? Nous étions jamais en préparation contre des ennemis en intérieur. Nous nous préparions pour une phase d'occupation du pays complète ou bien partiellement d'un ennemi de l'extérieur. Et puis le monde a changé. Emblème historique de l'affrontement Est-Ouest, le mur de Berlin tombe le 9 novembre 1989, 4 mois seulement avant la découverte de la P26. Un mois plus tard, la fin de la guerre froide est officiellement proclamée à Malte lors d'un sommet Gorbatchev-Bush. On commence alors à démanteler les arsenaux nucléaires. Les raisons qui justifiaient l'existence de la P26 sont en train de disparaître. En Suisse, on démasque au Conseil national un groupe secret de 5 députés. Ce groupe, dont fait partie le libéral Jacques-Simon Egli, a été mis sur pied par le chef de l'armée à l'insu du Parlement. Le but, exercer une sorte de surveillance sur les activités de la P26. En fait, des visites au Schweizerhof. J'étais à Berne. Un huissier vient me dire, voilà, une voiture vous attend devant le palais fédéral. La voiture m'emmène à Belp. À Belp, je monte dans un hélicoptère. L'hélicoptère m'emmène à Gstaad. À Gstaad, je monte dans une Jeep, je crois. Et j'arrive avec la Jeep. Alors, vous comprenez, il y avait un côté petit peu James Bond, devant un mur d'une caverne, etc., qui s'ouvre devant moi. Et j'entre dans cette caverne où je suis salué de façon très cordiale par encore une fois, des quinquagénaires, mais qui étaient là, responsables, qui m'expliquent comment ça marche. Je vois qu'il y a des dortoirs, je vois qu'il y a un dépôt d'armes. Pour me faire plaisir, on me donne même une mitraillette en me disant, vous voyez, là, il y a des exercices sur les cibles, est-ce que vous voulez essayer ? Alors j'essaye, et puis le type avec un sourire me dit, Monsieur le Conseil national, vous arrosez beaucoup. Voilà, c'est le côté un peu drôle, au fond, de l'affaire. Vous n'avez pas eu l'impression, vous, un parlementaire expérimenté, qu'il n'y a pas là tous les aspects d'un exercice alibi ? Alibi, c'est beaucoup dire, parce que, encore une fois, le fait que ce groupe était anonyme limitait l'aspect alibi. C'était vraiment... Je parlerais plutôt d'une espèce d'assurance-risque plutôt que d'un alibi. C'était plus un assurance-risque, le risque qui s'est réalisé étant que tout cela soit révélé et provoque des remous politiques. Eh bien, l'assurance-risque n'a pas fonctionné. Le Parlement nomme en mars 1990 une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur la P26. Caspar Villiger, le tout nouveau chef du département militaire fédéral, est désormais sous le feu des critiques. À part l'identité du numéro 1 de l'organisation, on ne sait rien pour l'instant des autres membres. Les pressions se multiplient pour que les noms soient publiés. Le 12 décembre, le collaborateur personnel de M. Villiger m'appelle pour dire que M. Villiger a besoin de la liste des noms.
des membres de la P26. On a promis aux gens pendant 10 ans, 13 ans, vos noms ne sortiront pas de nos bureaux. On avait un coffre-fort avec une double combinaison. Moi, j'avais la moitié, un collègue avait l'autre moitié. C'était vraiment rigoureusement protégé. Et puis, voilà qu'on me dit, il faut le faire. Et c'était dans l'urgence, parce qu'il en avait besoin. Je crois que j'ai reçu le téléphone le soir, que j'en avais besoin pour le lendemain. Et je l'ai fait. Et je ne m'attendais pas à voir M. Filiguère. Je m'attendais à donner la liste à son proche collaborateur. Il m'a dit, non, je ne touche pas cette liste, venez avec moi. Puis on a passé, je pense, une demi-heure chez M. Filiguère. Et je lui ai dit, quand même en passant, que c'était pour moi le jour le plus dur de ces 13 dernières années, de devoir rompre pratiquement une promesse faite aux membres. Et lui a une réponse du tac au tac. Il me dit, moi c'est le jour le plus dur depuis que je suis au Conseil fédéral. Quand je lui ai soumis les noms, il a consulté toute la liste. Et je me rappelle encore, comme si c'était hier, il m'a toisé du regard comme ça, puis il m'a dit, je vous fais confiance. Je sais que beaucoup ont critiqué le Conseil fédéral Filiguère à propos du soutien, pas de soutien à la P26, mais il faut qu'il sache que c'est lui qui a décidé de protéger les noms, parce qu'il ne pouvait plus ne pas le faire. Caspar Villiger a tenu bon. Les noms ne sont pas divulgués. La pression politique et médiatique continue. Les autorités décident d'ouvrir les portes du Schweizerhof aux journalistes. Ce lieu de tous les fantasmes, où les soldats de l'ombre se sont entraînés, installés au-dessus des villas de luxe de Gstad, camouflés à l'intérieur d'une montagne. Le Schweizerhof se dévoile enfin, après avoir été vidé de ses éventuels secrets. Décembre 1990, le rapport de la commission d'enquête est publié. Il provoque un débat fleuve au Parlement qui en discute pendant 2 jours. La Suisse en est aujourd'hui hébétée, les cadres de l'armée découragés, le pays déstabilisé. Beau travail. Nous adressons à ceux qui, avec patriotisme, ont travaillé dans ces organisations pour leur dire que nous les soutenons et nous ne sommes pas d'accord de les livrer à la pâture de gens qui n'avaient peut-être pas autant de sentiments patriotiques qu'eux-mêmes. Y a-t-il un pilote au DMF? Certains disent que oui, mais que ce n'est certainement pas le conseiller fédéral. Quant à moi, au nom du respect des institutions démocratiques, je souffre de voir un chef du DMF roulé dans la farine par ses collaborateurs. Il y avait Villiger qui était au banc du gouvernement, et je lui dis, monsieur le conseiller fédéral, on parle de scandale. Parce que peut-être que cette P26 aurait dû reposer sur une base légale un peu plus claire. Parce que peut-être, vous-même en tant que ministre de la Défense, vous auriez peut-être dû être davantage au courant. Parce que peut-être tout cela a été fait de manière un peu trop légère par rapport en regard des garanties juridiques. Parce que peut-être, au point où nous en étions vers la fin de la guerre froide, la légitimité même, la justification pouvait être, je dirais, discutée. Mais enfin, ceux qui sont maintenant montrés du doigt, que vous laissez être montrés du doigt, ce sont des gens qui se sont engagés parce qu'ils étaient prêts à défendre notre patrie, notre territoire, notre démocratie, nos valeurs, jusqu'au sacrifice de leur vie, donc plus encore que d'autres. C'étaient des citoyens, encore plus citoyens que les citoyens. La commission d'enquête reconnaît volontiers dans son rapport les motivations honorables des membres de la P26. Mais elle pose un sévère jugement d'ensemble. Une organisation secrète, équipée d'armes et d'explosifs, représente en soi, indépendamment de ses membres, une menace virtuelle pour l'ordre constitutionnel, du moment que les autorités politiques n'en ont pas le contrôle effectif. C'est très théorique, ce qu'ils disent là. C'est vraiment théorique. Mais ça voudrait dire qu'il faut la complicité du chef de l'état-major général, il faut qu'il y ait la complicité du chef du projet 26 pour dire « OK, on sort les armes, etc. » Non, c'est purement théorique. C'est pas sérieux.
Parce qu'alors là, on peut dire l'armée, avec toutes les armes qu'elle a, elle est dangereuse. Aujourd'hui encore, ça vous énerve, ça? Quelque part, oui. Enfin, aujourd'hui, l'eau a passé sous les ponts. Je veux dire, je ne veux pas m'énerver aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine. Mais aujourd'hui, je la trouve encore injuste, c'est tout. Ces gens, tous autant qu'ils étaient tout sauf des fascistes en puissance. C'était pas, vous savez, des djihadistes potentiels. C'était vraiment des bons républicains démocrates qui simplement pensaient que là, voilà. Mais si le rapport considère que, en faisant abstraction de cet aspect humain, pour moi décisif, dans la structure même, aurait demandé plus de garanties politiques, je réponds oui. Le problème, c'est qu'on découvre à ce moment-là en Italie l'existence d'une organisation semblable à la P26, dont certains membres ont frayé avec l'extrême droite. On avait vraiment cette association malsaine entre la P26 et le réseau Gladio en Italie. Le réseau Gladio, glaive en français, désigne les organisations Stay Behind en Italie. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans des attentats néofascistes, notamment celui de la gare de Bologne, qui a causé la mort de 85 personnes. Le rôle des Stay Behind, en tant qu'organisation Stay Behind, dans le maintien d'un, de gouvernement ou de système politique de droite, appelons-les comme ça, en Italie, n'est pas vraiment démontré. Que des gens qui aient appartenu en même temps au réseau Stay Behind et à d'autres organisations de droite aient été impliqués, ça on le sait. Mais ça ne veut pas dire que l'organisation Stay Behind en elle-même ait été impliquée en tant que structure. Néanmoins, quand l'affaire a éclaté à la fin des années 80, le lien a été fait et le réseau Gladio a eu immédiatement une connotation assez, douteuse, on pourrait le dire, sulfureuse. Et c'est d'ailleurs ce qui déclenchera en Suisse et dans d'autres pays des enquêtes sur ces réseaux. La P26 aurait-elle eu des liaisons dangereuses avec Gladio et d'autres organisations en Europe? Caspar Villiger veut le savoir. Car si c'est le cas, cela contreviendrait gravement au principe de neutralité. Il confie l'enquête au juge d'instruction neuchâtelois Pierre Cornu. Il m'a dit, écoutez, l'année passée, avec cette commission d'enquête sur le DMF, on m'a sorti des trucs que je ne savais pas, on ne m'avait pas tout raconté, je ne savais pas qu'il y avait des contacts avec l'étranger de la P26, enfin il y avait un certain nombre de choses que je ne savais pas, et puis j'en ai marre d'apprendre des trucs par les journaux. Alors maintenant, moi, je veux tout savoir, parce que je ne veux pas que dans 6 mois, il y ait quelqu'un qui puisse me sortir encore un document, ou je ne sais pas quoi, ou un témoignage, en me disant, vous ne saviez pas tout. La question fondamentale, c'était quelles ont été les relations entre cette organisation secrète P26 et l'étranger. Est-ce que c'était des organisations analogues? Est-ce que c'était l'OTAN? Est-ce que c'était des individus? Si oui, lesquels, comment, pourquoi, avec quelle méthode? Toutes les personnes qui travaillaient pour la Confédération, depuis le fonctionnaire de base jusqu'au chef de l'armée, étaient entièrement déliées du secret militaire et du secret de fonction envers moi. Donc personne ne pouvait me dire quand j'allais faire cette enquête, non, je ne vous réponds pas parce que ça c'est secret. Donc tout ce qui était secret, rigoureusement secret, enfin toutes les catégories de secret ne pouvaient pas m'être opposées. Pendant 7 mois, le juge enquête. Et il découvre que la P26 a eu des contacts à l'étranger. Cette organisation a eu des rapports avec des services britanniques, je ne peux pas être plus précis sur le sujet, pour l'entraînement, parce que ces services britanniques avaient eu d'expérience, ils passaient un peu pour les maîtres du truc quelque part en Europe. Et donc il y a eu des exercices dans les îles britanniques, il y a eu des exercices en Suisse qui ont été organisés avec des services britanniques. Alors c'était pas dans le but de faire une organisation qui aurait été intégrée à l'OTAN ou des choses comme ça, c'était pas du tout l'idée. C'est que les Anglais savaient faire des trucs, les Suisses le savaient, et ont eu ces contacts qui étaient bilatéraux, pas multilatéraux, bilatéraux, avec les Britanniques.
Comme instructeur, on a reçu la possibilité de suivre un cours en Angleterre, un cours d'une semaine. C'était un cours conçu pour un groupe de 4 à 5 personnes, avec des missions diverses de recherche de renseignements dans un premier temps, ensuite qu'on a été déposé dans un sous-marin par un hélicoptère. On a dû sortir à minuit du sous-marin avec un Zodiac qu'on nous a gonflé et tout à coup le sous-marin a plongé, on est resté perdu au milieu de la mer et on avait une direction, un azimut à suivre pour trouver quelqu'un sur le rivage qui nous donne quelques signaux lumineux. Et cet exercice n'a eu lieu qu'une seule fois. Il n'était pas intéressant pour nous. Ça ne correspondait pas du tout aux besoins de l'organisation. Il y a aussi eu des exercices en Suisse encadrés par des instructeurs britanniques. Alors ça posait un peu un problème parce que, quelque part, les services britanniques en savaient probablement plus sur notre organisation que le Conseil fédéral. Ce qui est quand même un tout petit peu ennuyeux. Mais pour ce qui est de la neutralité, le juge Cornu est formel. Elle n'a pas été violée par ses contacts avec les Britanniques. D'après mon enquête, il est absolument rien ressorti que la P26 aurait eu des contacts avec d'autres services étrangers. Alors, je peux vous dire que j'ai cherché. Je suis allé en Belgique, où il y avait aussi une commission d'enquête parlementaire qui était très bien étoffée, en personnel, en chercheurs. Je suis allé en Italie, où il y avait un juge qui s'appelait Cassone et qui était un des enquêteurs qui avait le plus travaillé sur ces questions de Gladio, Stay Behind, organisation secrète de résistance. Et partout, évidemment, la première question que je posais, ou à peu près, c'était « Est-ce que vous avez vu le mot suisse quelque part ?» Est-ce qu'il y a l'ombre du début d'une trace que des Suisses auraient participé à telle séance? Est-ce qu'il y a l'ombre du début d'une trace qu'une séance a été organisée en Suisse? Qu'il y a eu des exercices combinés, que ces organisations qui existaient plus ou moins au niveau européen aient eu connaissance de ce qui se passait en Suisse? Et puis là, la réponse était clairement non. Alors quand je suis allé amener mon rapport à Berne, parce que bon, c'est quand même des choses assez secrètes, c'est pas le genre de truc que vous mettez juste à la boîte, quoi. Donc je suis allé amener mon rapport à Berne, il a été examiné, étudié. Après j'ai eu un entretien avec M. Williger, qui était plutôt content. Il m'avait dit, j'étais assez content qu'il me dise ça, mais il m'a dit, mais c'est fou tout ce que vous avez réussi à savoir pendant ces quelques mois. Et puis il me dit, mais plus de cadavres dans le placard, quoi. Enfin, est-ce que vous pensez que vous savez tout? Et puis j'ai répondu, alors... En tout cas, j'ai fait tout ce que je pouvais pour tout savoir. Il y a des choses qu'on saura probablement jamais, mais je ne pense pas que c'est important et je ne pense pas que ça change les conclusions. En raison du secret défense, le rapport Cornu, ainsi que toutes les archives de la P26, dont la fameuse liste des membres, est sous clé jusqu'en 2041. Peut-être que de nouveaux questionnements surgiront alors. Mais pour l'heure, une chose est sûre, la P26 mérite une réflexion dépassionnée. Que le concept ait été bon ou mauvais, qu'il était bien mis en œuvre, est-ce qu'on aurait pu faire mieux, est-ce qu'on aurait pu faire plus simple, je ne sais pas. Mais ce que je pense qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les gens qui l'ont fait de bonne foi et dans un esprit, je pense, finalement très helvétique. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait eu des idées d'avoir des organisations parallèles qui puissent mettre en place de nouveaux gouvernements et des choses comme ça. Je pense qu'il y avait une bonne foi assez profonde dans la manière dont tout ça a été mis en place. De nouveau, on peut discuter sur la manière, sur l'efficacité, sur l'efficience, on peut discuter tout ça. Mais quant au fond, je pense qu'aujourd'hui, après 30 ans, on devrait pouvoir juger aussi cette dimension-là de gens qui ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient pour essayer de répondre à un problème qui était le problème de l'époque. Je n'ai jamais douté qu'il fallait que je participe à cette organisation. Jamais. Je trouve aussi que c'est important d'en parler. Ne serait-ce que parce qu'on peut le faire de manière objective maintenant. Il fut un temps où les ex-membres évitaient les médias autant qu'ils pouvaient, parce qu'ils avaient fait de mauvaises expériences avec eux.
C'est une partie de l'histoire, oui. Notre équipe n'a pas été autorisée à filmer l'ancien bunker de la P26. Ce bâtiment a été vendu par la Confédération pour 5 000 francs à une obscure association d'historiens autoproclamés qui devait en faire un musée qui n'est toujours pas ouvert au public. Les médias n'y ont accès que s'ils acceptent que leur travail soit censuré au préalable, ce que Temps Présent a évidemment refusé. Nous avons recouru jusqu'au Conseil fédéral, mais le patron de l'armée, Guy Parmelin, n'a pas été en mesure de nous ouvrir les portes. Pour rappel, les documents liés à la P26 sont encore interdits d'accès jusqu'en 2040. Dans un État qui avait promis la transparence à ses citoyens pour regagner leur confiance, cette situation est inacceptable. Nous mettons en ligne sur notre site nos échanges de correspondance avec le conseiller fédéral Parmelin. Au nom de toute l'équipe de Temps Présent, je vous souhaite de chaleureuses fêtes de Noël, une excellente soirée et me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.